Salam alaikum, Zulfilaoun. Bonsoir. Attendu depuis plusieurs mois, le président Al-Majid Tebboune a entamé aujourd'hui une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Djelfa, durant laquelle il procédera à l'inauguration et à l'inspection de plusieurs projets de développement. En premier, Tebboune procédera à l'inauguration de la gare ferroviaire sise au chef-lieu de la wilaya, s'inscrivant dans le cadre du projet de la ligne ferroviaire Bourzoul-Larouat. Il inspectera les différentes structures de cette infrastructure. M. Tebboune donnera ensuite le coup d'envoi de l'opération de boisement de près de 400 000 hectares au titre du projet de relance du barrage vert, ayant d'écouter des explications sur l'opération. Le chef de l'État inaugurera le centre anti-cancer réalisé en juillet dernier avant le délai fixé au mois de mars 2024. À cet effet, il visitera les différents services de cette structure hospitalière spécialisée. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, la wilaya sera dotée de sa première faculté de médecine d'une capacité de près de 100 places pédagogiques. Après l'inauguration de la structure universitaire, M. Tebboune écoutera exposer sur le programme complémentaire de développement dédié à la wilaya et à son plan de développement, rapporte l'agence APS. Rappelons que M. Abdelmajid Tebboune avait reporté sa visite prévue dans la wilaya de Djelfa à la suite des derniers développements survenus dans les territoires palestiniens occupés, avait indiqué dans un communiqué de la présidence de la République. Et pourtant, vous diriez que rien n'a changé par rapport à la situation à Gaza. Au contraire, la situation humanitaire est très préoccupante et le massacre des populations palestiniennes continue. Pourquoi donc M. Tebboune lui a pris 4 années pour visiter une wilaya parmi les 58 wilayas, alors qu'on se rappelle de sa fameuse déclaration juste après son avènement à la tête de l'État qu'il effectuera ses premières sorties à l'intérieur du pays, alors qu'il a effectué des visites à l'étranger comme le Portugal, la Turquie 2 fois, la Tunisie, la Russie et la Chine pour nous faire entrer dans le BRICS. Vous me diriez, il a essayé, Allah Ghal. Mais tout le monde attendait la fameuse visite en France, reportée 2 fois, sans connaître les vrais motifs. Allah Ghal. Voilà comment notre pays est géré. La politique de l'échec, du déni de la réalité, parce qu'on croit qu'on est les meilleurs, les plus performants, les plus intelligents du continent, du monde. Est-ce que c'est notre puissance qui suscite la jalousie? Vous vous rappelez de la fameuse phrase de Tebboune, « Irero menna ». Jamais l'Algérie n'a été aussi exposée à une situation aussi fragile et désastreuse à l'interne comme à l'externe que celle que nous vivons aujourd'hui. De l'incompétence à l'incohérence, de l'illégitimité au tout sécuritaire, des luttes des clans sans merci. La gabegie comme mode de fonction de l'État, de la haine envers tous ceux qui émettent des critiques contre ce régime, de la répression et l'emprisonnement au final. L'Algérie fait peur par son instabilité, comme ça a été rappelé par l'ancien ambassadeur de France à Alger, M. Driancourt. L'Algérie s'effondre, entraînera-t-elle la France dans sa chute? Tebboune en visite à Djelfa, 4 ans après son arrivée au pouvoir. Point d'interrogation, point d'exclamation, le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Hicham Aboud, journaliste, militant politique. Il est avec nous depuis la France via Skype. Hicham Aboud, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, bonsoir Hamid.
Ravi de me trouver de nouveau parmi vous et bonsoir à tous les téléspectateurs de Maralibia. Marhaba bik, c'est Hicham. On est très ravis aussi. Vous l'avez annoncé, Hamid Lelou est avec nous aussi, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il est avec nous depuis Washington via Skype. Hamid Lelou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est Nasser. Bonsoir, c'est Hicham. Et bonsoir tout le monde en Algérie et ailleurs. Et merci pour l'invitation. Marhaba bik. Hicham Aboud, je vais commencer cette émission avec vous. Bien sûr, on va regarder ces images si c'est possible. La première visite d'Al-Majid Tebboune, et j'aimerais avoir votre analyse, votre aperçu par rapport donc à cette visite. Mais avant de vous donner la parole, on va voir juste le soundbite one si c'est possible, nos amis de la régie. Donc Tebboune à Djelfa et ce bain de foule, si on peut le qualifier ainsi. On regarde ces images. Hicham Aboud, vous avez vu ces images, donc la première visite de Al-Majid Tebboune à Djelfa, elle a été reportée il y a quelques jours de ça à cause de ce qui se passe donc à Gaza et en Palestine. Votre réaction, Hicham Aboud? Tout d'abord, on veut nous montrer un bain de foule de Al-Majid Tebboune à Djelfa. On nous montre le dos et les têtes des gardes du corps et on fait des plans serrés. Comme s'il y avait une foule qui se bousculait pour lui, mais quand il y a vraiment foule, on ne fait pas un plan serré. Il faudrait qu'on fasse un plan large et qu'on puisse voir l'importance de la foule qui est venue l'accueillir. Or là, ce qu'on a constaté, des plans serrés, et on voit beaucoup plus de garde-corps que de gens venus, soi-disant, l'accueillir. Ceci, d'une part, donc, c'est un faux bain de foule, et c'est une fausse image qui a tendance à tromper l'opinion publique. Deuxième point, la visite a été annulée ou reportée il y a quelques jours pour, nous a-t-on dit, à cause des développements des événements à Gaza. Or, aujourd'hui, les événements sont encore accrus, sont aggravés. Il y a une véritable guerre. Il y a un bombardement intensif sur la ville de Gaza. Les morts sont de plus en plus nombreux. Les développements se sont accrus. Normalement, ils ne devaient pas sortir. Ils devaient attendre que ça se calme. Par conséquent, le motif invoqué pour le report de la visite ne tient pas la route. Il faudrait qu'on nous dise pourquoi a-t-il reporté la visite initiale qui était prévue il y a une semaine de cela. D'autre part, on nous parle, de toute façon on va venir tout à l'heure des réalisations, mais si vous avez la vidéo, avait promis aux habitants de Djelfa pendant sa campagne électorale, puisqu'elle fut l'une des rares villes qu'il avait visitées où il électorale, il avait promis de visiter Djelfa après son élection, douar par douar, village par village. Or, aujourd'hui, on ne voit pas s'il va réellement faire village par village, il va se limiter à la ville de Djelfa. Très bien. Puisque vous avez parlé de ça, Hicham Aboud, désolé, je vous ai coupé la parole. Vous avez parlé de ça, on va faire passer donc cette vidéo, ces déclarations d'Al-Majid Tebboune quand il avait fait donc la promesse de visiter la wilaya de Djelfa. On l'écoute et je reviens à vous très rapide. نعطيكم وعد إن شاء الله راجل لرجال في حالة ما الله يقدر مالك الملك يقدر نرجع لكم في زيارة رسمية ونديرها دوار بدوار دشرة بدشرة أنا عارف
راني عارف باللي راكم معمرين بزاف، مشاكلكم كثيرة. إن شاء الله مع بعض هذا الشباب هذا يلقى الخدمة ويلقى الوظائف نتاعو ويخلق لي ستارت اب نتاعو وتكون عنده البنكة الخاصة نتاعو. الجلفة تستاهل مكانة نتاع عاصمة من العواصم وتديها إن شاء الله. Donc ça, c'était pendant la campagne électorale en 2019. Hicham Aboud, je vais revenir à vous puisque vous avez donc parlé de cette promesse de visite d'Al-Majid Tebboune à Djelfa. Vous avez écouté Al-Majid Tebboune, ce qu'il avait déclaré en 2019. Votre réaction? Oui, il faudrait que les Djelfaouis lui demandaient compte. Il avait promis de visiter Djelfa, Douar, village, et qu'il fera de Djelfa une capitale. Capitale de quoi? D'abord, Djelfa est condamné à ne jamais être un grand pôle, puisqu'on construit depuis X temps, qu'on est en train de construire Bougzoul, appelé à devenir la nouvelle capitale d'Algérie. Alors, de quelle capitale parle-t-il et de quelle promesse de capitale parle Tebboune? Voilà, il annonce la couleur dès sa campagne électorale que le bonhomme raconte du n'importe quoi. Et c'est pas pour le critiquer, mais on le tient à ce qu'il raconte, à ses paroles, à ses déclarations. Il promet de faire de Djelfa une capitale. Capitale de quoi? Asma min al-Awasam. Une capitale parmi tant d'autres. Une capitale de quoi? Et Djelfa ne peut plus être capitale parce qu'il y a Bougzoul qui est juste à côté. Tout simplement. Eh bien, ou bien il ignorait l'existence de Bougzoul, ou bien il raconte n'importe quoi. Très bien. Restez avec nous, Hicham Aboud. Hamid Lellou, quelle est votre réaction par rapport donc à cette première sortie d'Al-Majid Tebboune, lui qui avait déclaré qu'il va visiter toutes les wilayas d'Algérie, juste après son avènement donc à la tête de l'État. Je pense qu'on va écouter ses promesses, ses déclarations, et je vais revenir à vous. Soundbite 3 si c'est possible. شكرا. إلى فيه رزنامة دولية لتقتضي حضور رئيس الجمهورية أنا مضطر نمشي، وإلا أنا نزور داخل الوطن قبل ما نزور الخارج إن شاء الله. التزمت مع إخوان في الجنوب في الشرق في الغرب أنني سأزور ولايتهم دشرة بدشرة إن شاء الله إن شاء الله. Hamid Lellou, votre réaction donc et là 4 ans après la première visite, ça sera la visite donc à Djelfa. Et on se rappelle aussi de ces sorties d'Al-Majid Tebboune à l'extérieur du pays. Donc j'ai rappelé un peu ces visites dans mon intro. Votre réaction, Hamid Lellou? Eh bien, maintenant qu'il a réglé le problème de Gaza, il peut aller faire ses visites. Trêve de sarcasme macabre, malheureusement. Voilà ce qui se passe avec une personne, je dirais, banale et quelconque. Cette visite de Djelfa, et notre ami Hicham Aboud me l'a arraché de la bouche. Effectivement, si vraiment il y avait foule, d'ailleurs, ça coûte pas cher d'amasser une foule, hein. Vous payez quelques personnes à droite et à gauche avec tous les services que vous avez, vous pouvez mobiliser une foule qui est là juste pour chanter. Mais si vraiment il y avait foule, ils auraient fait une vue aérienne avec un drone pour nous montrer vraiment s'il y avait le peuple, alors qu'il y avait un cadrage serré. Est-ce que ceci coïncide avec la campagne électorale? Moi, je ne le pense pas. Ils veulent nous faire croire qu'il y a campagne électorale. Non, les dés sont jetés, le jeu est joué dans les arcanes du pouvoir, dans les coulisses. Ils savent exactement qui sera le prochain président, à moins qu'il y ait des événements comme ce fut le cas en 2019. Souvenez-vous,
on allait remettre la carte Bouteflika pour la 5e ou la 4e fois, et ça avait échoué. Et maintenant, ils refont la même chose. Et là, c'est juste pour le décor, pour occuper les esprits, pour faire semblant qu'il y aura une campagne électorale. Mais ça, ce n'est pas vrai. Par contre, on va parler de l'aspect économique de cette visite, puisqu'il y a un aspect économique. Et moi, comme d'habitude, je préfère faire mes analyses dans un cadre bien précis. Et cette sortie, justement, pour ces pseudo-réalisations, moi, j'aimerais bien utiliser le cadre de ce qu'on appelle le braille, c'est-à-dire la nouvelle route de la soie chinoise. Et croyez-le ou pas, je l'avais dit sur ce même plateau avec vous et avec les programmes en arabe, plusieurs fois, j'insiste. Et j'invite tous les Algériens à lire sur cette nouvelle route de la soie chinoise qui, au fait, on l'appelle la dette, le piège de la dette. Et on s'étalera là-dessus pour vous dire à quel point c'est dangereux pour l'Algérie. Pourquoi je le dis c'est dangereux pour l'Algérie? Pas peut-être dans l'immédiat, mais soyons optimistes. Disons que nous allons gagner, le pays va se libérer, le peuple aura son indépendance dans quelques années. Le danger de l'Algérie, de quoi nous allons hériter? Qu'est-ce qu'on va récupérer? Est-ce qu'on va récupérer l'Algérie ou bien on va récupérer une Algérie qui déjà appartient à d'autres? Appartient à d'autres, c'est-à-dire à des entités étrangères, y compris chinoises, américaines, russes, françaises. Et c'est là le danger. Et j'ai parlé avec certains activistes algériens qui partagent le même souci. C'est-à-dire que même aujourd'hui, si on a envie de parler avec le régime algérien, de dire allons-y vers un changement pacifique, un changement graduel, mais parler avec qui? Et le danger, il est là. Donc ces infrastructures, ils peuvent se targuer d'avoir des infrastructures, mais si on revient encore une fois à ce braille, moi je reviens aux 30 milliards de dollars dont ils ont parlé il y a un an, souvenez-vous, avant le BRICS. Si la Chine était vraiment intéressée par le développement réel de l'Algérie, ils les auraient suivis et accompagnés dans l'adhésion au BRICS. Mais ça ne les intéresse pas. Les Chinois, quand ils voient l'Algérie, ce qui les intéresse, les Chinois, c'est comme Djibouti. Djibouti du côté est, l'Algérie du côté nord, un autre pays du côté ouest. Et c'est comme ça que la Chine veut cerner le continent avec des infrastructures qui lui donneraient un accès au continent. Pourquoi? Parce que les pays africains, il y a, à titre de rappel, beaucoup d'Algériens le savent, et l'Algérie a adhéré, pratiquement les 54 pays africains, il y a cet accord de libre-échange entre pays africains. Et c'est ça le but de la Chine, c'est comment intégrer ce libre-échange africain de manière à pouvoir produire aussi bien en Chine ou en Afrique et pouvoir exporter à partir de l'Afrique. Parce que les Américains et les Européens commencent à mettre des taxes de tarifaires sur l'importation des produits chinois, mais les Chines, en s'installant en Afrique, en ayant des accès d'entrée et de sortie, et d'ailleurs c'est pour ça que tous les investissements, ce sont les ports, les aéroports, les routes, les ponts, mais pas les hôpitaux, pas les écoles, ce sont les investissements directs des pays. La Chine investit dans l'infrastructure de façon à pouvoir intégrer son économie et, comme on dit, la pléguer, c'est-à-dire la brancher à la structure africaine et par conséquent produire aussi bien en Chine ou en Afrique, mais pas seulement pour la consommation locale africaine, mais exporter, soi-disant, à partir de l'Afrique, des produits qui ont été transformés, parce que ça aussi, c'est une notion. Et j'invite les Algériens à revoir cette note de la nouvelle route de la soie. Très bien, on va revenir. Très bien. Juste un dernier mot. Cette visite coïncide avec l'anniversaire de la 10e année du lancement de cette nouvelle route de la soie. Il y a eu un forum où l'Algérie avait participé, une participation de 140 pays. Et l'Algérie faisait partie.
Très bien. On va revenir par rapport à cette question, Hamid Lelo, avec vous et d'autres invités. Hicham Aboud, si on analyse un peu cette visite sur la forme, si on peut dire, on y voit bien sûr Saïd Chinguiriha, le chef d'état-major, qui accompagne Abdelmajid Tebboune dans cette sortie, dans cette visite à Al-Djelfa. Comment peut-on lire cet accompagnement, d'après vous, Hicham Aboud? Oui, ça prouve que en Algérie, le président de la République n'est pas décisionnaire. Il a toujours à ses trousses un militaire, le patron de l'armée, qui est le véritable homme fort du pays et qui ne partage le pouvoir avec personne, pas même avec le président de la République. Parce que jamais, au grand jamais, je mets quiconque qui cherche à me contredire de me sortir une seule visite d'un chef d'État algérien, que ce soit du temps de Boumediene, Chadli, Bouteflika, qui vous voulez, Zeroual ou autre, si un jour on voit le chef d'état-major de l'armée à côté du président. Donc tout ce qu'il fait, il est là à côté de lui. Il a planté un arbre, et ben c'est le même arbre qu'il plante avec lui. Il va inaugurer, soi-disant, un centre anticancéreux, il est à côté de lui. Il est tout le temps à ses trousses. Ça veut dire que l'Algérie est menée par un duo, donc c'est Tebboune Chinguiriha, mais dans ce duo, il y a un maître et il y a un larbin. Ni plus ni moins. Il y a quelqu'un qui tient la baraque, et c'est Tebboune, et c'est Chinguiriha, et Tebboune fait le rôle de figurant. Et pourtant, Hicham Aboud, qui est partout, il est omniprésent. Il est omniprésent. Et là, je crois que l'annulation de la visite de Djelfa, certainement à cause de Chinguiriha qui n'était pas disponible. Certainement. Voilà. Et pourtant, vous avez parlé, Hicham Aboud, de réalisation. Et est-ce qu'il y a aussi des observateurs qui parlent que cette visite peut-être rentre dans cette pré-campagne électorale pour un deuxième tour? Est-ce que vous pensez que ceux qui avancent cet argument, peut-être en raison, peut-être Abdelmajid Tebboune est en train de faire valoir son image, ses réalisations, si on peut dire. On a entendu les différentes personnalités parler de ses réalisations. Par exemple, le dernier qui est le vice-président du Conseil de la Nation, lors d'une rencontre interparlementaire à Luanda, en Angola, M. Mohamed Reda Oussahla, il parle, l'Algérie connaît une forte dynamique vers le changement démocratique, constructive à la faveur des grandes réformes contenues dans le programme du président de la République, qui s'est engagé à construire une Algérie nouvelle qui renforce les principes de transparence, d'intégrité, de bonne gouvernance et d'alternance pacifique des pouvoirs prévalents et qui consacre les fondements de l'état de droit, a-t-il dit. C'est à mourir de rire en écoutant cette déclaration. C'est loufoque comme déclaration. Bon, maintenant vous me parlez de campagne électorale, de deuxième mandat. D'abord, c'est très prématuré de parler d'un deuxième mandat pour Tebboune ou d'une fin de mandat. C'est prématuré parce que le régime algérien, qui garde la même ligne de conduite depuis 1962, n'a jamais révélé ses candidats et n'a jamais révélé ce qu'il comptait faire. Souvenons-nous bien, d'ailleurs, personne ne s'attendait à ce que Boumediene soit chef de l'État en 65. Tout le monde voyait Ben Bella qui était un zaïm qui avait une aura. C'est les militaires qui l'ont choisi, évidemment, parce qu'ils auraient pu choisir Aït Ahmed ou Bourdief ou quelqu'un d'autre parmi les 6. Ils ont choisi Ben Bella, et Ben Bella était d'accord avec eux. Ensuite, personne ne pariait un dinar dévalué sur Chadli. Personne ne peut. Chadli lui-même ne se voyait pas président de la République.
Zerouel lui-même ne se voyait pas président de la République. Boudiaf lui-même ne se voyait pas président de l'État. Bouteflika, après 20 ans de traversée du désert lui-même, et j'ai eu l'occasion de discuter avec lui en 89, c'est-à-dire 10 ans avant son investiture, il me disait, pour moi c'est fini, il n'y a plus rien. Il ne se voyait pas du tout revenir aux affaires. Et il revient pour 20 ans, personne ne le voyait. Même Bouteflika, quand il était vraiment HS, il était hors service, le bonhomme, il était dans une incapacité physique avérée. Eh bien, personne ne s'attendait à ce qu'il fasse un 4e mandat, et il a fait un 4e mandat. Donc, tout est possible avec ce régime, et personne ne peut prétendre savoir ce qui va être décidé. Pour ce qui est du cas de Tebboune, la décision revient uniquement, et je dis bien uniquement, à un seul homme. C'est Chengueleha. Parce que Chengueleha ne partage le pouvoir avec personne. Il tient le pouvoir tout seul, et d'ailleurs, il a terrorisé l'armée. Vous savez, il a terrorisé l'armée. Et pourtant, Hicham Abboud, pourtant, Hicham Abboud, on parle des divisions au sein de l'armée. Comment vous avancez donc cet argument que le seul qui décide, alors, celui qui me parle des divisions, qui me donne les noms de ces généraux ou de ce général qui prétend disputer le pouvoir à Chengueleha. Qu'on me donne les noms, on ne parle pas dans le vide. Moi, quand je vous dis que Chengueleha règne sans partage, eh bien, je vous donne la preuve, c'est que chaque général, chaque militaire qui bouge, c'est la prison Seblida. Et on connaît ce qui est arrivé à feu l'ancien général, l'ancien patron de la 2e région militaire, qui avait approché Tebboune par le truchement de Hafid al-Lahom, en lui remettant un dossier, en lui demandant de le rencontrer, parce que Tebboune ne peut rencontrer aucun chef militaire. Il ne rencontre aucun chef militaire, aucun général. Il a un seul interlocuteur dans l'armée, c'est Chengueleha. Et quand le général Larossi, qui était chef de la 2e région militaire, a cherché à approcher Tebboune et lui transmettre un message qui dit que le commandement militaire en a marre de Chengueleha, il a terrorisé l'armée, il a vraiment sapé le moral des généraux, des militaires, eh bien, et il lui a transmis tout un dossier compromettant pour Chengueleha. Tebboune, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a donné le dossier à Chengueleha. Et on connaît la suite. Donc, c'est plus d'une quinzaine d'officiers qui ont suivi Larossi à la prison en passant par la case torture à la caserne Anta. C'était pour les briser moralement. Et puis, le bonhomme, il a été tout récemment empoisonné à la prison militaire de Blida. Voilà ce qu'il advient de ceux qui cherchent à disputer une parcelle de pouvoir avec Chengueleha. Aujourd'hui, Chengueleha est maître à bord et à tribord, et celui qui prétend le contraire, qu'il me donne les noms. Moi, je vais vous dire, par exemple, je vais vous donner un nom de Djebbar Menna, le patron de la sécurité extérieure, qui est en train de s'agiter, qui est en train de s'acoquiner avec des idiots qui n'ont rien à voir avec l'audiovisuel, qui n'ont rien à voir avec la presse, et il cherche à créer une chaîne de télévision pour attaquer Tebboune et Boualem et le patron de la police, Benchir Farid. Comment les attaquer? Il leur envoie 5 flash disques avec des enregistrements compromettants pour Zohra et Khaled Tebboune et Nordin et Skandar Boualem, les enfants de Boualem. C'est comme ça qu'il fait campagne, lui. Hein, donc, et il prépare, ça se Djebbar Menna, veut donner à cette chaîne de télévision qui ne verra jamais le jour. C'est pas avec 2 sous qu'on fait une chaîne de télévision, et surtout pas avec des pieds nickelés qu'on fait une chaîne de télévision. Donc ça, ce sont des éléments probants, clairs. Bon, je peux pas montrer les documents parce que je risque de mettre dans le pétrin mes sources, mais ça, c'est d'ailleurs, ce matin, ça a été la guéguerre
à la DGDSE parce que j'avais parlé de ce sujet sur ma chaîne YouTube et j'ai écrit un article sur ce sujet à atalayer.com. Et à Atalayer, on ne publie pas n'importe quoi. Hein. On ne publie pas n'importe quoi. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur la liste des journalistes qui écrivent dans ce site d'information. Il n'est permis à personne d'écrire sous un pseudonyme ou de mettre ce site d'information en péril et l'exposer à des poursuites judiciaires pour fausse information. Donc, ce qu'on dit, c'est prouvé parce que si demain on nous demande des comptes, il y a des documents, tout est très bien. Donc, ce Djebbar maintenant n'agit pas pour le compte de Chengueriha ou contre Chengueriha. Il le fait d'abord à l'insu de Chengueriha, et cela arrive, comme c'est arrivé avec Hosni Bouazza en 2019, lorsque Gaïd Salah l'a ramené des transports militaires, et il n'a rien à voir avec la sécurité, et il lui confie la sécurité intérieure pour diriger les élections présidentielles. Et là, Hosni Bouazza trahit Gaïd Salah, mise sur un autre poulain, à savoir Ezdin Mihoubi, qui était ministre de la Communication, et il prépare tout le train et il sape Tebboune. D'ailleurs, Tebboune n'a pas pu mener une campagne électorale comme il se doit. Et à quelques jours de l'élection présidentielle, on lui sort l'affaire de son fils au tribunal de Sidi Mohamed et qui était à l'époque en prison. Et c'était pour mieux le salir encore davantage. Et finalement, Hosni Bouazza n'a pas pu décider parce que, en allant annoncer à Gaïd Salah que le vainqueur de la joute électorale, c'était Azem Mihoubi, eh bien, Gaïd Salah ne voulait pas l'entendre de cette oreille. Il lui dit non, il y a un seul candidat, il y a un seul vainqueur, c'est Tebboune. Parce qu'il avait décidé. En Algérie, il n'y a pas d'élection. En Algérie, ces généraux bafouent la volonté populaire. Ils la foutent au pied. Très bien. Ils ne respectent pas le peuple algérien. Et donc, parler de division, il faudrait nous montrer où sont les forces. Quand on me montre on nous parle d'un Boualem, on veut lui porter le costume, lui faire porter le costume de l'Arabi Belkhir, c'est se moquer des gens. Ce sont des gens qui sont des idiots qui n'ont rien compris. Quelle est la force de comment expliquer je vais poser la question à Hamid Lelou, si vous voulez rebondir, Hamid Lelou, par rapport à ce qui a été dit par Hicham Aboud. Comment peut-on expliquer aussi ces nouvelles prérogatives, ces nouvelles responsabilités octroyées à Boualem, le conseiller d'Abdelmajid Tebboune, qui a la possibilité de gérer et superviser les dossiers sécuritaires les plus sensibles du pays. Comment peut-on expliquer donc ces changements au niveau de la présidence? Est-ce qu'on peut parler d'une lutte clanique, Hamid Lelou? Écoutez, les noms des généraux qui sont... Vous m'entendez? Pardon, on vous entend là. Tfadal Siham. Voilà, ce que je disais, les noms des généraux qui font ceci ou cela, je pense que si Hichem connaît ces dossiers mieux parce qu'il était là, il était un officier à l'époque, il a quitté l'Algérie bien sûr maintenant, il parlera plus par rapport à ça. Mais moi, ma lecture, c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours. On avait parlé de cette situation de créer ce gouvernement parallèle et dont le siège est Al-Mouradia, et les gens ont fait une lecture comme renforcement des pouvoirs exécutifs de Tebboune, et moi à l'époque je vous ai dit que non, parce que au contraire, au lieu de laisser tous ces pouvoirs au président qui les avait de facto vu la constitution dernière, mais en fait on a créé des super conseillers à qui on a donné les droits de regard, les droits de contrôle et les droits de décision. Et bien sûr, ils ont laissé une petite brèche où, soi-disant, le président il est le seul habilité à signer. Oui, mais bon, la signature, comme disait Hichem, quand vous êtes juste, vous faites la figuration, on vous fait signer ce qu'ils veulent, hein, c'est pas un problème.
Donc là-dessus, on est tous d'accord, les Algériens le savent. Maintenant, moi, j'aimerais bien vous lancer un défi amical, si Nasser. Vous avez lu une déclaration sur le vice-président du Sénat, Tebboune fait ceci, Tebboune fait cela. Vous savez, moi, je peux vous trouver des dizaines et des dizaines de déclarations, elles viennent toutes du sérail. Je vous défie de nous sortir une déclaration pareille venant d'une source indépendante qui n'a rien à voir avec le pouvoir, avec de bons arguments. Il n'y en a pas. C'est facile de dire on a fait. Laissez les autres dire qu'on a fait. Pourquoi vous allez répéter à longueur de journée nous avons fait. Bien sûr, c'est connu chez nous, mais laissez les autres. Laissez les autres dire que vraiment vous faites du travail, que vous faites du vrai travail, du bon travail, et que le peuple en profite. Mais vous n'avez pas cette source. Une source indépendante qui dit le bon et le mauvais, il n'y en a pas. Alors, ou bien il y a les gens qui disent que du mauvais. Des fois, c'est dommage parce que j'aimerais bien avoir les sources aussi de ceux qui critiquent, mais ceux qui font les louages de ce régime, l'Algérie tout va bien, c'est ce que disent les journaux algériens, ça, on est habitué à ça. Maintenant, encore une fois, quant au qui sera le président, qui ne sera pas le président, je suis tout à fait d'accord avec Hicham. Il n'y a que ce cercle restreint qui sait. Je ne sais pas si Chengrija vraiment est le seul décideur. Moi, je ne suis pas là pour le défier là-dessus. Peut-être il a des informations que je n'ai pas. Mais moi, je pars sur le principe que le fait que le régime algérien est vacillant à ce point et indécis, c'est qu'il est traversé par plusieurs courants contradictoires et cette lutte des colons existe. Malheureusement, elle est aussi influencée par des acteurs étrangers à l'Algérie, des acteurs qui dépendent des forces étrangères. Hein. Il faut appeler un chat, du fait que l'Algérie est beaucoup moins indépendante qu'avant et on va vers la perte de cette souveraineté. Et encore une fois, même si demain l'Algérie a son indépendance, on va hériter de quelle Algérie on va hériter? Est-ce que c'est l'Algérie des Algériens ou c'est l'Algérie qui est commandée d'ailleurs? Très bien. Restez avec nous, Hamid Lello. Hicham Aboud, je vais revenir à vous sur cette question qui a été posée par notre ami Hamid Lello. Est-ce que vous pensez donc ces courants qui sont contradictoires, qui s'opposent, si on peut dire, qui traversent le régime algérien, comment peut-on voir les perspectives par rapport à notre pays dans une situation qui est qui évolue dans l'opacité totale. Mais aussi, je vais revenir sur une question peut-être que vous pouvez nous éclairer, puisque vous vivez en France. Pourquoi, jusqu'à maintenant, donc, la visite d'Abdelmajid Tebboune n'a pas été effectuée donc, en France? Pourquoi, d'après vous? Alors, je réponds brièvement à cette question. Avant-hier ou hier sur Europe 1, la visite de Tebboune a été remise sur le tapis et on nous a informé que Macron pense relancer cette invitation à Abdelmajid Tebboune et cela a provoqué le courroux d'une bonne partie de la classe politique française qui estime qu'il n'y a rien à tirer d'une visite de Tebboune à Paris. Voilà où on en est. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche ça? Je préfère ne pas spéculer. Très bien. Mais je reviens à votre question de tout à l'heure concernant Boualem. Vous me dites qu'on lui a donné des pouvoirs. Il n'y a aucun pouvoir parce que l'habilitation, elle n'existe plus. Le travail des services de sécurité, personne ne peut s'immiscer dans leur action, surtout pas un Boualem. Et concernant ce gouvernement parallèle, ce n'est que sur du papier. D'ailleurs, et je l'avais dit, on avait participé, Hamid et moi, justement, à ce sujet, ici même, dans un débat.
Et j'avais expliqué que cet organigramme de la présidence qu'a signé Tebboune, c'est quelque chose de vieux qui a existé du temps du duo L'arbi Belkhir et Mouloud Hamrouch. Et c'était à l'époque L'arbi Belkhir qui s'était taillé sur mesure un décret qui lui permettait d'avoir les pleins pouvoirs à la place du président de la République et de partager et de donner une partie des pouvoirs au secrétaire général de la présidence qui était à l'époque Mouloud Hamrouch. Et quelques mois plus tard, il avait tout fait pour expulser Hamrouch de la présidence et l'envoyer au gouvernement. Et il s'est trouvé seul maître à bord à la présidence. Avec Tebboune, les choses ne se passent pas comme ça. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait depuis ce texte, de ce qu'ils ont appelé réorganisation des services de la présidence? Je l'avais dit à l'époque, c'est organisation, parce qu'il n'y avait rien d'organisé. Eh bien, il a installé les mêmes personnes à leur poste. Et depuis, est-ce qu'il y a du nouveau? Rien du tout, et il n'y aura absolument rien. Et cet organigramme ne verra jamais le jour, parce que c'est trop fort pour un secrétaire général ou pour un directeur de cabinet tels que ceux qui sont aujourd'hui en poste. Ils ne pourront jamais avoir le poids qu'avait L'arbi Belkhir ou qu'avait Mouloud Hamrouch. Ceci, pour ce qui est du poids qu'on a donné à Boualem Boualem. Quand on parle d'un pouvoir de quelqu'un, Boualem Boualem, sur quoi s'appuie-t-il? Est-ce qu'il a une armée? Est-ce qu'il a un parti politique? Est-ce qu'il a... Il n'a rien du tout. De même pour Tebboune, pour faire face à Chengueliha et aux généraux. C'est pour ça que je ne crois pas à ce qu'on a dit une lutte de clans. Quand on nous dit une lutte de clans, il faut nous donner les noms de ces clans. Par exemple, du temps de Chadli, quand on parlait de lutte des clans, c'était clair. On avait le clan de l'Arbi Belkhir, on avait le clan de Mouloud Hamrouch, et on avait la périphérie. Et à l'époque, d'ailleurs, moi j'avais parlé longuement de cette histoire de clan avec le général Lekhalayat, Allah yarhamou, et qui m'expliquait comment se constituaient les clans au temps de Chadli, et les sous-clans, comment qu'ils évoluaient, et avec des noms. On ne parle pas comme ça dans le... Il faut dire, un tel est à telle place, un tel est à telle place, et ainsi de suite. Aujourd'hui, celui qui peut m'identifier un clan, eh bien, qu'il l'identifie, mais qu'on ne parle pas dans le vide. Moi, je dis, il n'y a qu'un seul clan, c'est celui de Chengueliha. Et quand je dis, pourquoi Chengueliha a eu la même base, il a fait même base sur l'armée? Eh bien, parce que ce bonhomme a terrorisé l'armée. Allez voir le nombre de généraux-majors qui sont à Blida. Dans la majorité, n'ont rien à voir avec la corruption et l'enrichissement illicite. Et si on doit emprisonner les généraux pour enrichissement illicite et corruption, eh bien, ils iront tous en prison. Par contre, quand quelqu'un tel que Djbar Menna, qui était condamné à 8 ans de prison pour enrichissement illicite, et ça a été annoncé à la télévision publique, après 11 mois, on vient le libérer. Ça veut dire qu'on raconte n'importe quoi aux gens. Ce bonhomme, est-ce qu'il s'est enrichi illicitement ou pas? Oui, moi j'ai toutes les preuves, j'en ai parlé. D'abord, Djbar Menna ractait tous les hommes d'affaires de Kabylie et de la région de Blida. Kabylie parce qu'il est originaire de là-bas, et Blida parce qu'il exerçait à Blida. À Blida, pendant la guerre civile, il avait transformé l'hôtel, le palace de Blida en un immense boxon mis à la disposition des officiers de l'armée qui venaient parce que ils rentraient pas chez eux. Blida, c'est une ville garnison, c'est connu de tout le monde. Et le boxon qui existait à l'époque, il avait fermé. Donc, il a transformé l'hôtel, le palace en un immense boxon et il faisait le proxénète des filles qui y travaillaient. Et c'est comme ça qu'il s'est enrichi illicitement. En plus de cela, ce bonhomme, il a ce qu'il a pris comme argent aux victimes, à ceux qu'il a accusés de terrorisme. Eh bien, ça on le sait. Beaucoup de policiers se sont enrichis, beaucoup de militaires sont enrichis. Vous avez qu'à citer le nom d'Abdelkader Haddad,
qui possède aujourd'hui des biens immobiliers en Espagne, ainsi que Hussein Bourahia, Blaid Ramadan, qui a des biens en Espagne. Ils ont tous des biens en Espagne. Comment sont-ils enrichis? Parce que quand ils allaient faire des perquisitions dans les domiciles des gens, soi-disant ce sont des familles de terroristes, ils leur prenaient leur argent, leurs bijoux, et ils partaient. Et d'ailleurs, c'était connu, tout le monde, même des policiers, de simples policiers, sont enrichis de cette manière. Alors, parler aujourd'hui de lutte de clans, parler de partage de pouvoir, non. Mais quand mon ami Hamid parle de courants qui traversent l'armée et les décideurs, et tu sais, mon cher Hamid, entre militaires, on ne s'assoit pas autour d'une table et on commence à parler politique, idéologie. Non, ça on n'en parle pas. À l'époque, oui, on en parlait. À l'époque, dans les années 70, dans les années 80, parce que on parlait de réactionnaires, de progressistes. Donc, il y avait un débat. Je dirigeais la revue Djish et je savais, et je sais ce que c'était les débats à l'époque quand on arrêtait le menu du mois. Il n'y a qu'à demander à Ahmed Ansar, qui est aujourd'hui au Watan, à Mohamed Bechikou, qui était à l'époque, qui ont effectué leur service national sous ma conduite, et on parlait, on discutait. Il n'y avait pas de... Très bien. Mais aujourd'hui, les généraux ne parlent pas politique. Très bien, reste avec nous. Le militaire qui doit exécuter. Et celui qui s'oppose à la volonté de Shengriha, il est tout de suite taxé de perturbateur et il risque la prison. Restez avec nous, Hicham Aboud. Hamid Lello, très rapidement, on est pressé par le temps. Vous avez entendu donc la réponse de Hicham Aboud. Qu'est-ce que vous en pensez et comment peut-on voir les choses évoluer après? Qu'est-ce que ça veut dire cette sortie de Abdelmajid Tebboune à Djelfa? Est-ce qu'on veut faire oublier les échecs? Les derniers échecs, donc on peut parler du BRICS, d'autres échecs aussi, de la diplomatie algérienne, de la situation économique et sociale. Quel message, d'après vous, on veut faire passer aux Algériens? Hamid Lello. Ou bien tout simplement, ils sont à court d'idées. Il n'y a rien à présenter. L'actualité, elle est stagnante. Il n'y a rien de spécial. Ce qui se passe, c'est plutôt Gaza. Les Algériens sont plutôt virés vers la Palestine, ce qui se passe avec les massacres. Et Tebboune ou je ne sais pas qui avec lui, il fallait peut-être créer une distraction. Et voilà, ça c'est une opportunité pour faire une distraction. Il va partir à Djelfa, il va rien faire, il va soi-disant inaugurer des projets peut-être qui sont là depuis 10, 15, 20 ans, et le cirque continue. Par contre, la question sur laquelle j'aimerais rebondir, Hicham a dit qu'il ne veut pas spéculer sur la visite de Paris, mais moi j'aimerais bien spéculer parce que c'est notre rôle en tant qu'analyste. Moi je vois deux raisons. Et elles sont d'ordre protocolaire, mais qui est assez profond parce qu'il s'agit de la France et de l'Algérie. Dans la visite, moi je pense qu'il y a deux choses sur lesquelles ils ne se sont pas entendus, je veux dire, le côté français et algérien. La première, c'est cette balade publique, parce qu'il fallait qu'ils marchent des Invalides, des Champs-Élysées, je ne sais pas quoi. Et là, on a une forte diaspora en France. Ça aurait créé beaucoup de problèmes, même s'ils font un cordon sécuritaire de centaines de mètres, ça pourrait poser des problèmes, et ça, la France n'en veut pas, du point de vue sécuritaire. Le deuxième problème, qui est beaucoup plus critique, c'est que, contrairement à Tebboune, Macron est un avide, est un fou amoureux des conférences de presse. Il aime parler au public, il aime parler à la presse, même s'il dit des conneries, mais au moins, il est confortable. Et je pense que le côté algérien ne veut pas de ça. Je ne vois pas la partie protocolaire algérienne favorable à une mise en place d'une conférence de presse à Paris, en conférence conjointe Macron-Tebboune, où il y aura une presse indépendante qui va poser des questions directes, des questions dures, difficiles, et Tebboune, comme c'est quelqu'un de très très banal, il ne pourra pas répondre à ces questions. Je pense que c'est mon idée, c'est comme ça que je vois la chose.
Merci beaucoup Hamid Lello. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous, à deux. Hicham Aboud, journaliste militant politique, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à Hamid Lello, directeur de Run for Democracy en Algérie, vous étiez avec nous depuis Washington. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatikoum saha.